Maître Kawashi, est-ce que je peux vous appeler Héloïse? Avec plaisir, Est-ce que je Antoine. peux t'appeler Héloïse? Oui, tu peux me tutoyer également. Nous allons voir aujourd'hui comment préparer sa rupture avec un pervers narcissique vu par une avocate spécialisée, à savoir que généralement ça coûte cher, c'est compliqué de trouver une avocate qui soit spécialisée dans ce domaine-là. L'idée c'est qu'on aille sur plein de points, tout ce qu'il faut préparer avant de se séparer de ce type de personne quand on est en couple, malheureusement avec une personne qui est toxique. On verra ensemble la partie financière, la partie logistique, l'accompagnement psychologique, les enfants, la famille, l'administratif, la vie professionnelle et bien d'autres, sur la partie juridique aussi. Rappelez-vous que vous pouvez aussi poser vos questions sous cette vidéo, il y aura aussi un lien vers le cabinet d'Héloïse si vous avez des questions qui ne sont pas traitées là-dedans aujourd'hui. Je précise pour commencer que les conseils qu'on va vous donner peuvent paraître un peu violents, un peu difficiles à entendre et parfois vous n'êtes pas forcément prêt à recevoir tous ces conseils, mais c'est justement notre expérience à tous les deux d'accompagnement juridique et psychologique qui nous permet d'avoir la certitude que ces conseils sont bons et que quand vous serez prêt, vous serez capable enfin de les appliquer. Si je peux mettre, je pense que tu tranches un peu par rapport à d'autres frères et consoeurs. C'est pas violent, mais c'est assez direct en général. Oui. Je pense que les gens ont apprécié ça pendant la vidéo sur Instagram il y a quelques jours. On a beaucoup parlé de cette vidéo-là. C'est direct, et là on peut s'attendre à une forme de langue de bois de la part d'un avocat ou d'une avocate. Là, ce sera pas vraiment là, ça va. Là, on va directement. Non, je vous laisse juger par vous-même dans la suite de cette vidéo. Donc, tu disais, souvent on n'a pas pris conscience de la gravité de la situation. On pense que ça va, on va s'en sortir. Et parfois même des gens me disent, Antoine, l'autre me manipule, mais je peux le manipuler aussi, sans forcément réaliser que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Très bien. Et c'est beaucoup plus grave. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont ce fonctionnement, les PN, depuis qu'ils sont enfants. Et donc, ils ont intégré, c'est peut-être ces réflexes pour eux, c'est pas travailler. Alors que vous, si vous pensez sainement, si vous avez des émotions, qui sont saines, vous n'allez pas être capable de réfléchir avec naturel ou facilement à manipuler. Et donc le rapport de force, ça ne sert à rien d'entrer dedans. Dans tous les cas, vous allez perdre si vous vous battez face à un PN. N'essayez pas de gagner, n'essayez pas d'avoir raison, ça ne vous fera pas avancer. Être indépendant financièrement, qui est la base, et souvent, on n'est plus indépendant financièrement. Oui. Soit parce que, prenons une caricature, ton mari te dit « je m'occupe de tout, on va faire des enfants, il reste à la maison, etc. » Puis tu te rends compte qu'en fait le mec devient monstrueux et tu es coincé à la maison. Tu ne peux pas en sortir, ce qui est une forme de dépendance financière. Mais parfois ça peut être aussi beaucoup plus fin, comme par exemple, il ou elle a pris des parts dans ta société, vous bossez ensemble, l'un des deux est salarié de l'autre, où il y a des biens en commun. Tout ce qui fait qu'en fait, il sait que ces accroches financières seront une forme d'emprise sur toi par la suite. Exactement. Et tu peux avoir du mal à en partir, ne serait-ce juste que pour pouvoir se loger après. Exactement. Et le cas classique que je rencontre en tant qu'avocate avec des PN, c'est souvent, ils ont réussi à instaurer une séparation de biens. La séparation de biens, vous savez, c'est un des régimes matrimoniaux à la mode aujourd'hui et qui est totalement utile dans certaines situations. Mais le PN va utiliser le régime de la séparation de biens en présentant ça toujours de manière justifiée juridiquement, sauf que ce sera encore dans la relation une manière de soumettre. On dit souvent que lui connaît tout sur toi. Il connaît tes comptes bancaires, il sait ce que tu gagnes, il sait précisément même quels sont tes codes d'accès parfois à ta banque en te disant « je fais ça pour ton bien, t'es pas très bonne gestionnaire, je vais m'en occuper » et tu te rends compte que toi tu sais rien sur lui généralement. T'as aucune idée de ce qu'il gagne, de ce qu'il y a sur ses comptes bancaires, alors que lui a tout. Et on est aussi dans une forme de dépendance financière. Exactement. Et en fait, le paradoxe, c'est que les victimes ont tendance à être silencieuses, à ne pas poser les questions, à ne pas oser demander, parce qu'elles ont compris de manière peut-être intuitive que poser des questions impliquera nécessairement un mensonge, une dissimulation, et qu'elles ont pas envie de voir la réalité. On va arriver dans le dur du sujet. Des conseils qui sont durs. Je les ai devant les yeux. Des conseils qui sont atroces. Ouais, ils sont atroces. Prenez ça avec bienveillance. On parle du pire aujourd'hui. On parle du pire pour avoir le meilleur. Et je vous rappelle encore ces conseils. C'est des conseils qui ne sont... Ça va sortir. Elle prépare bien la chose. Les conseils vont être durs, mais c'est très bien amené, avec beaucoup de gentillesse. Ces conseils, en fait, c'est des conseils qui ne sont pas applicables dans une relation saine. Si vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez discuter normalement, vous n'avez pas besoin de ces conseils. C'est totalement malsain de penser comme ça. Moi, je ne pensais pas un jour que je donnerais ces conseils en tant qu'avocate. Et c'est ma pratique qui me conduit aujourd'hui à donner ces conseils avec toi. J'en liste quelques-uns que tu as rédigés ici. Avec plaisir. Obtenir le plus d'informations financières sur votre partenaire. Typiquement, savoir ce qu'il gagne, j'imagine. Faire des copies de ses cartes bleues, de ses relevés bancaires, de ses chéquiers. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans la pratique,
lorsqu'on a notamment un divorce ou un dossier contentieux en matière d'autorité parentale, il est nécessaire d'évaluer les revenus de l'autre pour déterminer le montant du devoir de secours, le montant de la prestation compensatoire, le montant de la pension alimentaire qui est versée à l'enfant. Et donc, la situation... Il y a une abeille. La situation... Et Louise est parisienne, je précise. La situation classique La situation classique du PN, l'attitude classique du PN, je peux arrêter de rigoler. La situation classique du PN. L'attitude classique en fait du PN, ce sera de dissimuler ou au moins de minorer ses revenus. Donc si vous avez des éléments pour prouver qu'il ment, en ayant pris en amont des preuves de ses revenus, ça vous permettra d'obtenir une décision à tous les moins juste financièrement, ou en tout cas de maximiser vos chances d'obtenir une décision juste financièrement. Et pourquoi les cartes bleues par exemple? Pourquoi les cartes bleues? Parce qu'en fait les cartes bleues, plus on a de cartes bleues, plus on a de compte bancaire, puisque normalement il n'y a qu'une carte bleue par compte bancaire, et en général il y a une dissimulation de carte bancaire. Et notamment quand vous êtes en matière de droit international, il y a une difficulté, c'est que vous savez la recherche FICOBA, c'est une recherche qui permet dans le cadre d'une procédure contentieuse d'avoir la liste notamment des comptes bancaires, et c'est plus difficile d'obtenir cette liste en matière quand il y a le conjoint PN qui est à l'étranger. Et dans ces cas-là, si vous avez des copies des cartes bleues à l'étranger, vous avez des copies des comptes bancaires étrangers. Et donc vous pouvez accuser de mensonge et dire il y a une tentative de dissimulation manifeste et donc justifier une demande financière plus importante. En cas de mariage, participation à proportion des charges respectives. Je vous mettrai la copie sous cette vidéo des conseils. Alors, participation, en fait, j'ai fait une erreur à proportion des facultés respectives. C'est ce que dit exactement le Code civil. Il vous dit, quand vous êtes marié, que vous ne devez pas participer à 50-50. C'est totalement injuste de participer à 50-50 quand il y en a un qui gagne 100 et l'autre qui gagne 10. Il y a une forme d'injustice. Le niveau de vie ne sera pas le même. Et c'est pour ça que le Code civil prévoit depuis des siècles que la répartition des charges se fait à proportion des facultés respectives. En somme, vous devez payer à proportion de ce que vous gagnez. C'est la justice. Et sauf que ce que je vois en pratique, notamment en matière de séparation de biens, c'est que quand on a une séparation de biens, ils pensent que... Ça commence à monter là, je sens que ça commence à t'énerver là. Ça commence à t'énerver là. Ce qu'on voit notamment en matière de séparation de biens, c'est que comme on est en séparation de biens, on pense qu'il faut séparer tout le patrimoine. Mais le principe, et c'est un principe d'ordre public, ça veut dire qu'on ne peut pas y déroger, ce qu'on prévoit, c'est qu'on doit même en séparation de biens, participer à proportion de ses facultés respectives. Et ça, c'est très important. Est-ce que tu as un exemple concret ? Ça veut dire que s'il y en a un qui a 100 000 par an et l'autre qui a 50, il y en a un qui doit payer le double de l'autre dans toutes les charges. Et bien sûr, il faut que ces charges soient proportionnelles également au niveau de vie. C'est que vous n'allez pas pouvoir demander... si par exemple il y en a un qui gagne 300 000 et qu'il est capable de payer des villas somptueuses, un train de vie somptueux, même si l'autre gagne 50 000 par an, il ne sera pas capable de payer la moitié du train de vie de celui qui gagne 300 000. Donc vous voyez, c'est pas moitié-moitié, c'est vraiment à proportion. Et c'est du bon sens et c'est de la justice financière. Tu dis soyez curieux et posez des questions. Oui, soyez curieux parce que en fait, j'ai remarqué dans mon expérience que finalement, les clients que j'ai tendance à recevoir, majoritairement des clientes, ont eu tendance à se taire, à sentir qu'il y avait un malaise, à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas financièrement. Et elles ont accepté la plupart du temps de ne pas avoir de compte joint. Elles ont accepté de ne pas connaître le salaire exact. Elles ont parfois accepté, notamment à l'étranger, de ne pas avoir de déclaration commune d'impôt. Et c'est assez fréquent avec le PN, même en France, d'avoir des tentatives de déclaration séparée, alors que cette déclaration séparée, tout au moins lorsqu'on est marié, est interdite. On va dire que c'est le principe, il y a des exceptions, notamment en cas de distance. Mais le principe, c'est qu'on déclare ensemble ses impôts quand on est marié. Et les conseils que je vous ai donnés en matière de... que la participation aux charges doit se faire à proportion des facultés respectives, c'est certes un principe qui existe dans le mariage, mais à mon sens, c'est un principe qui doit être étendu dans le couple, dans quel que soit le couple. Parce que vous avez nécessairement des différences de revenus très importantes. Vous pouvez avoir des différences de revenus très importantes, que vous soyez concubinage, partenaire pacsé ou marié. Oui. Donc voilà. Tu parles après ça de constat d'huissier lors du départ des domicile conjugal. Ouais. C'est dur à faire. Tu es déjà traumatisé de ta relation. Éventuellement, il y a les enfants, la maison, le fait de ne pas savoir où on va. Et à quoi sert un constat d'huissier lorsqu'on part du... En fait, le rôle de l'huissier, ça va être de constater avec certitude, sans que ce soit possible
de remettre en cause la véracité de ces constatations, de constater à la maison quels sont les biens qui ont été acquis par les époux ou même quel que soit le type de relation. Et ce constat d'huissier est essentiel. Pourquoi ? Parce que ce que je vois souvent dans les dossiers avec un PN, et c'est un sketch parce que c'est toujours la même chose, c'est qu'ils gardent les affaires, ils gardent les biens acquis. Et comme vous n'avez pas pensé à prendre des preuves, parce que vous vous dites, c'est pas l'argent qui va motiver la séparation et on va régler les problèmes avec pragmatisme par la suite. Non, ça ne se fera pas comme ça par la suite. Il ou elle gardera les biens, il gardera même parfois vos habits et il vous accusera en plus d'avoir tout pris. Donc, s'il vous plaît, prenez des photos et faites éventuellement un constat d'huissier, tout au moins si le patrimoine mobilier le justifie. Dans ce cas-là, on passe par un avocat puis l'huissier ou huissier directement ? Non, vous pouvez passer par l'huissier directement. En revanche, ce que je peux vous conseiller pour bien choisir votre huissier, c'est tout simplement de lui demander le coût en amont et d'effectuer une forme de concurrence entre les huissiers. Parce qu'un constat d'huissier, c'est un travail qui est différent où l'intuitu personnel de l'huissier. Vous savez, l'intuitu personnel, c'est quand on choisit une personne pour ce qu'elle est, pour sa personnalité, pour ce qu'elle dégage. Et donc, l'huissier aura un travail de constat et finalement, c'est un travail qui pourra, somme toute, être effectué par de nombreux huissiers. On passe au point numéro 2 avec Héloïse aujourd'hui. Merci pour tous ces conseils, de nous donner gracieusement ces conseils, c'est un plaisir. On va voir ensemble logistique, accompagnement psychologique, les enfants, on a un gros sujet avec ça, votre famille, la famille du pervers narcissique, l'administratif, vie professionnelle et préparation juridique. On passe donc au point numéro 2 qui est la logistique. Quand on est dans une forme d'emprise, quand on est dans une relation toxique, que ce soit un pervers narcissique ou pas, on a vu qu'il y avait des soucis financiers, arriver à trouver un logement peut être quelque chose de compliqué. On peut aussi avoir un doute entre est-ce qu'il faut emménager proche parce qu'il y a les enfants qui vont à l'école là, est-ce que je dois emménager loin parce que finalement cette personne était atroce et je me sens traumatisé de tout ça. Quel est le meilleur conseil par rapport à ça ? Alors, si vous n'avez pas d'enfants, vous partez le plus loin possible. L'objectif, c'est pas le logement. L'objectif, c'est pas les biens. L'objectif, c'est de sauver votre vie, littéralement. On a des dossiers dans lesquels la vie des victimes est en jeu. Donc, la première chose, c'est de trouver un logement. Trouver un logement, vous avez bien compris que la nécessité préalable, c'est d'avoir des ressources financières. Après, la difficulté, donc, si vous avez des enfants, va falloir malheureusement composer avec le père ou la mère PN. Dans ces cas-là, c'est la distance vis-à-vis de l'école qui sera l'un des critères principaux. Quand vous, en face du juge, c'est ça, hein ? Oui, en face du juge pour la détermination de la résidence. Vous savez que c'est très important d'habiter proche de l'école pour obtenir la résidence de l'enfant. Et si vous voulez par la suite obtenir une résidence alternée, il faudra non seulement que vous soyez proche du parent, de l'école, mais également du domicile de l'autre parent. Ensuite, donc on cherche quelque chose qui est plutôt proche. On dit moins de 5 minutes de l'école. Dans l'idéal, proche du pervers narcissique, ce qui peut être aussi un peu perturbant, au passage, de se dire je risquerais de le croiser. Il y a des grandes villes comme à Paris, tu peux habiter dans la même rue que quelqu'un et tu ne le croises jamais de ta vie. Maintenant, il existe aussi des villes plus petites ou des villages, ou même parfois une ville qui a 100 000 ou 200 000 habitants, ou même si on est ne serait-ce que dans la même ville, on se croise de manière très régulière. Donc c'est à prendre en compte. On en reparlera un peu plus par la suite, la partie psychologique. Trouver des déménageurs. Alors, oui, en fait, pourquoi j'ai parlé de ça, c'est que vous savez que quand vous quittez le domicile conjugal lorsque vous êtes marié, c'est constitutif d'une faute. Et souvent, vous vous dites, je ne vais pas quitter le domicile conjugal parce que ça va constituer une faute. Sauf que je vous rappelle d'une part que ce n'est pas la priorité, que ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de vous sauver. Et lorsque vous allez quitter ce logement, la difficulté, ça va être d'organiser le déménagement sans que le PN soit informé. Parce que dans une relation normale... Ça rappelle les souvenirs. Ouais. Moi aussi. Tant que vous êtes dans une relation saine, vous pouvez parler du déménagement, vous pouvez partir. Mais quand vous êtes avec une personne toxique, vous devez tout faire en douce. Vous devez mentir. Vous devez être hypocrite pour pouvoir partir de manière saine, parce que sinon vous ne pourrez pas partir autrement que dans un conflit, autrement que dans la violence. Donc il faut que vous trouviez des déménageurs. Il faut que vous fassiez le déménagement à un moment où le PN ne sera pas là. Donc il faudra au besoin être patient. Avoir des témoins, tu marques ? Oui, avoir des témoins. Pourquoi ? Parce que si le PN rentre à la maison alors que vous êtes en train de déménager, s'il y a des voisins qui préviennent qu'il y a un déménagement qui est en cours, eh bien dans ces cas-là, le PN il va rappliquer et il va faire un scandale. J'aurais eu ce genre de conseil à l'époque, ça aurait changé j'aurais changé beaucoup de choses dans ma vie au passage, beaucoup de choses. Je me rends compte de mes erreurs là en fait. Et surtout, c'est important que lors de ce déménagement, vous ayez des témoins autres que les voisins. Parce que potentiellement, moi j'ai vu plusieurs dossiers avec des voisins qui sont,
qui connaissent pas la relation et qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont totalement manipulés par le PN. Et le coup des voisins, c'est un classique. Donc ne comptez pas sur vos voisins, méfiez-vous de vos voisins. Ça fait vraiment... Ils sont contre vous, vos voisins également. Faire une main courante pour annoncer aux policiers le déménagement. Oui, alors l'idéal, c'est d'annoncer en amont le déménagement. Pourquoi ? Parce que si vous annoncez en amont le déménagement, vous anticipez le risque de la scène de séparation violente qui est un coup classique avec le PN. Et si vous faites ça, vous préparez les plaintes qui arriveront par la suite. C'est tellement bon, bon. Parce que le classique, c'est que le PN va ensuite porter plainte contre vous pour violence. Pour vol. D'ailleurs, il n'y a pas de vol entre époux, sauf papier administratif. Il va porter plainte, pour empoisonnement. Il va porter plainte pour menace de mort. Et la plupart du temps, il n'y aura rien dans le dossier. Et on va aller sur des dossiers où il va y avoir de la simulation. Et donc, pour préparer le fait qu'il aura plein de coups d'avance sur vous, essayez d'en avoir quelques-uns, notamment en faisant une main courante et en disant aux flics, aux autorités de police, désolé pour cette formulation, en disant aux autorités de police, écoutez, je vais bientôt quitter le domicile conjugal, je le fais parce que je subis des violences, mais la difficulté aujourd'hui quand vous allez faire des mains courantes, c'est que s'il y a des violences, ils vont automatiquement poursuivre alors que c'était une pratique pénale qui n'existait pas par le passé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous en dites trop aux autorités de police, vous prenez le risque que ça se retourne contre vous parce que même s'ils veulent poursuivre et vous inciter à déposer plainte, n'oubliez pas que 80% des dépôts de plainte en matière de violence conjugale ne sont pas suivis de suite judiciaire, sont classés sans suite. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que n'allez pas déposer plainte, et ça c'est choquant, si vous n'avez pas de preuves et si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Et pour être sûr de votre coup, vous allez voir un avocat auparavant pour voir quelles sont les preuves et pour pas vous décrédibiliser. Parce que l'attitude du PN, et on en parlera en justice, ce sera par la suite de vous décrédibiliser en vous faisant croire que vous êtes totalement folle, que vous êtes totalement fou, que vous en faites des caisses. On en reparlera par la suite, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai une question très pratico-pratique. Dis-moi. Parlons de frigo. C'est des questions que je me suis posées en tout cas à l'époque. Tu as payé le frigo, tu as le droit de récupérer ou pas ? Ton frigo, sachant que tu n'as pas forcément gardé les tickets de caisse, etc. C'est une question de preuve en fait. Soit tu as la preuve et tu peux prouver que c'est ton frigo, hors mariage bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails. Si tu ne peux pas le prouver, tu ne récupères pas. Ou si tu ne peux pas le prouver, soit tu le prends. Ouais. En fait, il faut être de mauvaise foi malheureusement. Merci maître. Admettons qu'on ait payé 50-50 ce réfrigérateur. Dans ces cas-là, il valait 500 €, on a mis 250 chacun. Il faut en discuter, mais sachez que vous allez y perdre financièrement de toute façon. Vous battez pas pour un frigo, clairement ça n'a aucun intérêt. Battez-vous pour être pour ce qui vaut l'argent. Je sais qu'on peut être tenté, quand on a été rabaissé, quand on a été trompé, quand on a été massacré par quelqu'un pendant des années, de se dire je ne laisserai pas 1 € à cette personne. Ouais. Et là on peut arriver dans une espèce de jeu psychologique entre nous et nous-mêmes, qui est malsain, c'est de se dire je vais tout récupérer à l'euro près, là où finalement il y a plus grave en fait. Parfois, je dis ça, on peut perdre quelques dizaines d'euros, quelques centaines, voire même quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros, tant qu'on en sort en vie, heureux et tranquillement. C'est des pertes acceptables. Si tu es en vie à la fin et heureux, le reste, ce n'est que du financier. Tu n'es pas un frigo prêt, ça va aller, tu pourras survivre sans avoir ça. Et ça, c'est difficile à entendre et c'est difficile à accepter. Parce que sur le coup, c'est pas ce qu'on veut. Mais non, et puis en fait, vous êtes dans l'apprentissage du lâcher-prise. Et lâcher-prise sur une vie qu'on a construite, pour laquelle on s'est battu, c'est aussi difficile. Point numéro 3, accompagnement psychologique. C'est intéressant que toi, avocate, tu aies parlé d'accompagnement psychologique. Là où c'est moi qui aurais dû y penser, j'ai même pas mis le point. Ouais. Ça vient de toi. Parce que, est-ce que tu vois des gens qui viennent te consulter, qui ont besoin de cet accompagnement ? Est-ce que tu vois une différence entre quelqu'un qui est accompagné, quelqu'un qui ne l'a pas été ? Je vois mais bien sûr des différences énormes. Vous voyez, tu vois, quand elles ou ils arrivent en entretien et qui peuvent même pas, c'est très fréquent, les clients pleurent souvent en premier entretien, et qu'ils n'arrivent même pas à exprimer la situation sans pleurer, et surtout quand je répète, quand vous savez, je reformule ce qu'ils ont expliqué, et là dans ces cas-là, ça monte encore plus et les émotions sont trop fortes. C'est pas normal d'arriver à un stade où on explique sa rupture ou le contexte sans être capable de parler avec calme, sans être capable d'avoir de la distance. Et quand elles sont ou ils sont dans cette situation,
Ça me fait penser, à des situations de stress post-traumatique, et je leur conseille souvent d'aller voir un psy, d'aller faire peut-être de l'hypnose, d'aller faire de l'EMDR, de mettre en place tout ce qui leur permettra de retrouver un équilibre et d'avoir de la distance et d'avoir une forme de détachement émotionnel. Et quand elles font ça, moi, ma plus grande satisfaction, c'est pas de les voir divorcer, c'est pas de les voir séparés, c'est pas de gagner quelque chose. Ma plus grande satisfaction, c'est clairement d'avoir proposé, de leur avoir donné d'avoir donné à mes clients les clés pour sortir de cette procédure en étant beaucoup plus équilibrés. Et puis surtout, ce qui est difficile, c'est que lorsque vous arrivez en entretien et que vous avez été victime d'un PN, ce qui est très difficile, c'est que vous avez envie d'obtenir justice. Vous avez envie d'être reconnu. Vous avez envie de vengeance, vous avez envie d'être reconnu dans votre statut de victime. Sauf que la plupart du temps, et c'est terrible à dire, la justice ne reconnaîtra pas votre statut de victime parce que les violences psychologiques sont très peu reconnues. Et la seule personne sur laquelle vous devez compter, c'est vous-même. Et accepter que vous n'avez pas les compétences pour vous accompagner vous-même. Les émotions, c'est quelque chose de complexe. Et quelle que soit la rationalisation que vous pouvez mettre en place, en disant je suis tombée sur un fou, il n'était pas net, elle n'était pas nette psychologiquement, j'en sais rien, j'ai souffert énormément, cette rationalisation n'est pas suffisante. Ce n'est pas votre cerveau qui va vous permettre, en quelque sorte, votre réflexion, ce n'est pas votre réflexion qui va vous permettre d'avancer. Et donc moi, je leur dis toujours, faites un accompagnement psy, parce que même si moi, je gagne d'un point de vue juridique devant le tribunal, c'est pas ça la vraie victoire. C'est une partie de la victoire, mais la vraie victoire pour vous, c'est d'être bien dans votre peau. Bien sûr. Et il y a une règle qui s'applique à chaque fois, il n'y a pas de secret. Plus on travaille dessus, plus vite ça passe. Il n'y a aucun secret dedans. Je leur dis toujours, vous allez gagner des années. Vous vous rendez pas compte. C'est des années. Choisissez votre arme, psychologue ou coach ou EMDR, hypnose, yoga, méditation, ou des livres ou des vidéos sur YouTube. Choisissez, travaillez dessus. Plus vite vous bosserez dessus, plus vous travaillerez dessus, plus vite ça partira. Il faut aussi accepter que c'est une reconstruction qui est lente. Parfois, même en bossant énormément, il y a un delta entre le moment où tu travailles et le moment où ça arrive. Donc ne pas se décourager. Chaque jour un pas en avant, chaque jour pour aller un petit peu mieux. Et parfois tu peux beaucoup bosser sur toi pendant quelques jours, quelques semaines, et ne voir les résultats que 15 jours après. Il y a toujours un delta entre notre volonté, qui est la partie consciente, et le reste qui suit, c'est tous les wagons de derrière, c'est l'inconscient. Il y a forcément un delta dedans, c'est pas immédiat entre je travaille, donc ne pas s'en vouloir, ne pas se mettre trop de pression. Si tu bosses dessus, ça passera. 4e point, les enfants. Si tu me permets de démarrer, il y a une crainte qui est toujours la même, avec quasiment la même phrase et les mêmes mots. C'est « je dois sauver mes enfants de cette personne, je dois le sauver ». Et pour venir briser cette idée reçue, on ne sauve pas un enfant de ses parents. On ne le sauve pas. Sauf s'il y a violence physique ou s'il y a maltraitance. Parce que là, il y a prison, on enlève les enfants, etc. Sinon, on ne sauve pas un enfant de ses parents. Votre enfant sera construit de votre caractère et du caractère de l'autre. Il faut bien constater quelque chose là-dedans, c'est qu'un enfant qui serait né dans un cocon, une bulle de protection avec que des gens bienveillants, pourrait louper sa vie par la suite. Je dis ça pour relativiser la chose, attention. Je ne dis pas que c'est une bonne chose d'avoir un père ou une mère qui est perverse narcissique, mais un enfant qui serait éduqué dans trop de gentillesse, trop de bonheur, sans jamais comprendre que le monde a quelque chose de dur au quotidien. Vivre en entreprise est compliqué, avoir des amis, se faire trahir, être en couple, peut avoir des choses de dures. C'est des épreuves de la vie. Et en l'occurrence, encore une fois, je fais un raccourci, prenez-le bien, c'est comme une forme de caricature, mais naître avec 2 parents, l'un d'entre eux qui est brillant et lumineux, et l'autre qui serait un peu plus noir et malfaisant, peut aussi lui conférer une forme de force. Je vois beaucoup d'enfants qui sortent de tout ceci extrêmement renforcés. On pense au yin et au yang, une partie qui est dure, une partie qui est beaucoup plus sympa, ce qui représente finalement la vie. Donc apportez votre part de gentillesse, de bonheur, ne pas dire du mal de l'autre à votre enfant, le permettre de s'épanouir, on en reparlera par la suite, faire que cet enfant puisse se nourrir de vous, de quelque chose qui est positif, de quelque chose qui est négatif aussi, ce qui va le renforcer par la suite. Si je peux faire quelque chose, bien sûr. Un ajout plutôt juridique. Comme ajout juridique, ce qui est important pour les enfants, moi, ce que je recherche, c'est des preuves que vous êtes capable de vous occuper de vos enfants.
Des preuves que vous êtes capable de vous occuper de vos enfants. Ça veut dire quoi? Des preuves que vous les accompagnez à l'école, des preuves que vous allez aux réunions parents-prof, des preuves que vous êtes capable de prendre soin de la santé de l'enfant, que vous l'accompagnez dans son développement éducatif, que vous lui permettez de faire des sorties, des activités à la maison, des photos qui prouvent que vous appréciez passer du temps avec vos enfants, des photos qui prouvent ce lien émotionnel, l'amour entre des enfants et leurs parents. Être plus présent, par exemple, à la sortie de l'école, aller voir les professeurs, etc. En fait, je veux avoir des preuves. Pourquoi? Parce que la situation classique lors de la séparation avec un PN, c'est que le PN va essayer de prendre le contrôle sur l'enfant au moment de la séparation. Et comment il essaie de prendre le contrôle? Il essaie notamment de prendre le contrôle avec le love bombing qu'il a effectué avec vous au début lors de la rencontre. Et il faut, à partir du moment où ce comportement débute avec le PN, c'est vraiment le red flag où il faut vraiment partir. Il ne faut plus du tout attendre parce que c'est un risque d'embrigadement après de l'enfant. Et cet embrigadement, comment dire, c'est pas forcément facile de permettre à l'enfant d'en sortir. Je ne sais pas si tu es d'accord, parce que toi tu dis pas exactement la même chose. J'ai un point de vue qui est un tout petit peu différent, qui est complémentaire mais qui est un petit peu différent. C'est à la fois j'ai confiance et je le vois dans mes dossiers. Ce qui me rassure autant qu'avocate, en tout cas ce que je dis à mes clients lorsqu'ils ne sont pas satisfaits parfois de la décision judiciaire, je leur dis écoutez, vous allez donner des armes de bienveillance, vous allez donner des armes d'écoute à votre enfant, des notions de respect. Et vous allez lui permettre par la suite, parce qu'il a connu un environnement qui justement était bienveillant, d'effectuer cette comparaison. Et comme dit Antoine, en effectuant cette comparaison, finalement c'est une force peut-être inouïe donnée à un enfant. C'est pas une chance, mais vous voyez l'idée quoi. Vous voyez l'idée, parce que en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, il y a forcément des moments difficiles dans une vie, et c'est un équilibre qui finalement peut représenter peut-être une forme de richesse pour l'enfant. On disait que l'argent était une très bonne forme de manipulation qui va être utilisée tout le long par la suite. Vous appauvrir, vous réduire en cendres et faire que vous ne puissiez pas vous loger. C'est à peu près ça l'idée. L'argent est une source de contrôle. L'enfant en est un autre. Oui. Et beaucoup de personnes prennent ça très au premier degré. Là où, dans la plupart des cas, pas dans tous, mais dans la majorité des cas, dans 9 fois sur 10, l'enfant est juste un jouet ou un outil pour vous faire souffrir encore une fois. Je vais dire des bêtises à l'enfant pour que l'enfant le répète à mon ex et pour que mon ex soit triste. Et bien sûr qu'on y croit. Un enfant te dit qu'il a vu des choses pas sympas, que son père lui ci et ça. Tu as envie de te défendre. En fait, tu as envie de remonter dans le ring. Tu as quitté le ring physiquement en quittant l'autre de son appartement, de son logement, et tu te remets dedans, parce que c'est pour ton enfant, c'est la chair de ta chair, tu as envie de te battre, de dire non mais c'est insupportable, et il a réussi indirectement à t'en mettre dedans, comme il pourrait le faire aussi dans d'autres domaines, par exemple dire du mal de toi à tes meilleurs amis, dire que tu as failli le tuer, que tu l'as volé, etc., que tu l'as empoisonné, il peut dire ça pour que, encore une fois, tu veuilles t'en mettre dans le ring. Donc prends ça toujours de manière très second degré. Est-ce qu'il y a un vrai risque physique ? Est-ce qu'il y a une agression? Est-ce qu'il y a une maltraitance? Dans ce cas-là, je vais à la police. Si ce n'est pas le cas, si c'est juste des potins, des rumeurs, des ragots sur moi, c'est pas très important. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire avec mes enfants, c'est arriver à développer leur propre sens du jugement. Lorsque le parent toxique dit quelque chose, plutôt que de dire ton père dit n'importe quoi, ton père est un fou, ta mère est une folle, ta mère est narcissique, à la place de dire ça, ce qui serait un jugement, ce qui serait finalement le mettre dans une situation où il serait tiraillé entre l'amour pour son père et sa mère, plutôt lui poser la question de « Et toi, qu'est-ce que t'en penses, mon fils ou ma fille? Est-ce que c'est normal de penser ça? Quelle serait la bonne chose ?» Et donc là, tu es en train de lui apprendre à décider par lui-même de ce qui est bon ou pas, quel que soit son âge. Alors bien sûr, en dessous de 3-4 ans, c'est un peu compliqué, mais au-delà de 3-4 ans, c'est « Mon chéri ou ma chérie, écoute des choses et fais-toi ton propre jugement derrière. » Et peut-être que le sous-titre de tout ça, c'est pas parce que une figure d'autorité te dit quelque chose que ce sera forcément vrai. Tu as le droit d'avoir ton avis et je t'incite à développer ton avis pour que tu saches toi-même ce que tu en penses. Est-ce normal ou pas? L'enfant risque de te dire aussi, malheureusement, tiré entre deux parents, il va te dire oui, mais papa, t'as raison, maman, t'as raison, c'est pas normal. Sauf qu'en fait, il veut juste te faire plaisir, encore une fois, et il pourra dire autre chose à l'autre parent. Mais en tout cas, c'est le début d'une démarche qui est très chouette. Le parent pervers narcissique a également tendance à utiliser le gaslighting vis-à-vis de son enfant et à le mettre dans une confusion mentale. Et ce que je conseille souvent à mes clients, c'est finalement exactement la même chose que toi. C'est qu'ils aient confiance dans leur propre perception, comme tu dis. Et comment le faire, notamment avec le jeu. Si par exemple, tu vois, là j'ai ma tasse de thé, je te dis « Ah tiens, t'as vu, le thé il est de quelle couleur ?» Et tu me dis « Ah bah le thé il est marron. » Et moi je te dis « Non, il est bleu. »
Il est bleu, je te promets qu'il est bleu. Et bien ça, vous savez, c'est une technique pour renforcer la certitude de ce que l'enfant ressent et c'est ce que je conseille souvent. J'ai pas du tout compris l'exemple. Tu n'as pas compris l'exemple, alors il faut que je le refasse. Ouais, faut que Ça je le va. fasse. Il y a une partie gigantesque émotionnelle quand ça parle des enfants. C'est les gens qui ont le plus mal, je pense. C'est cette idée d'impuissance face à la justice, d'impuissance face au père narcissique, d'impuissance parfois aussi face à soi-même et ses propres émotions. Et quand tes enfants souffrent, tu as envie de tout déclencher pour en sortir. Sache une chose, dans la plupart des cas, 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, on est sur un jeu. 99 fois sur 100, il n'y a rien de très grave, de très dangereux. Demande-toi toujours, est-ce que mon enfant est en danger de mort aujourd'hui ou pas? Est-ce que mon enfant va souffrir physiquement? J'insiste sur physiquement parce que, comme Héloïse l'a dit, la partie psychologique est mal reconnue aujourd'hui en France. Et une autre chose à savoir, c'est que tout ceci va s'arrêter bientôt. Tes enfants vont grandir, ils peuvent se faire avoir à 5 ans, 6 ans. Quand tu commences à avoir 10 ans, 11 ans, ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent repérer ça. Ils ne vont pas se faire avoir. Un jour, ils ont 14 ans. Un jour, ils auront 18 ans. C'est des situations difficiles aussi où parfois tes enfants ne parlent plus parce que l'autre a été très convaincant dans le fait de les convaincre de quelque chose. Encore une fois, ça reste très souvent temporaire. Les enfants ne parleront pas pendant 3 mois, 6 mois. Même, j'ai envie de dire, pendant 3 ans. Oui, c'est grave, 3 ans. Sur l'échelle d'une vie, que c'est quelque chose qui peut se réparer par la suite et on peut recréer un lien par la suite avec ceci. Dans la majorité des cas, le parent en face dit des choses qui ne sont pas sympas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, même si ça fait mal, et sache que dans quelques mois, quelques années, tu n'auras plus aucune émotion par rapport à ça. Les enfants seront bien. Même toi, tu pourras recroiser ton ex de manière normale. On dit qu'on peut donner les enfants à des amis, à des tierces personnes pour les passer, lorsqu'on passe la garde ou les passer à l'école, ou dans des centres spécialisés pour... donc j'ai oublié le nom. Lieux de visite médiatisés, ou des maisons parents-enfants. Qui sont peut-être nécessaires pendant quelques semaines ou quelques mois. Sache qu'au bout d'un moment, tu n'en auras rien à faire. C'est-à-dire que cette personne en face de toi, alors que tu as eu peut-être un enfant avec elle, et plein de choses qui se sont passées très graves, tu n'auras rien. Tu n'auras ni haine, ni amour, ni rien en fait. Ce sera juste une personne sur Terre. Si jamais tu me marquais, ne le fais pas, mais si jamais tu me disais le nom et le prénom de cette personne, enfin moi je la connais pas, Héloïse non plus, c'est-à-dire que peut-être que dans ta ville, ton village, ou dans ta rue, ou parmi 50 personnes, cette personne est à peu près connue, mais pour les autres, c'est personne sur Terre. Et à un moment donné, ça va redevenir pour toi cet inconnu sur Terre, avec qui oui, il y a eu un trajet en commun, mais qui représente plus grand-chose. Donc dis-toi que ce que tu vis, qui a l'air intense et qui a l'air de ne pas se guérir aujourd'hui, va se guérir, mais quasiment d'un coup. Si jamais tu te fais mal au bras, une blessure, tu peux estimer chaque jour combien de temps il va rester avant que la blessure disparaisse. Tu te dis, ça progresse d'1% par jour, donc d'ici 3 semaines, il n'y aura plus rien. Là, malheureusement, dans le cas des relations traumatiques avec un pervers narcissique, tu ne vois pas ça avancer. Tu as l'impression que ça fait du surplace, voire même que ça empire. T'en pars en te disant c'est bon, je suis parti, je l'ai claqué la porte, sauf qu'en réalité 3 mois après c'est encore pire. Tu dois gérer les enfants, le traumatisme, le harcèlement, les appels à la police, les appels à la gendarmerie, et c'est long. Ouais. Sauf qu'en réalité un jour, ça passe. T'es plus atteint par ça. Merci. Je sais pas. Courage. Courage. C'est un message d'espoir. Message présidentiel. Point numéro 5. Merci. Point numéro 5, votre famille. Si tu as écrit, et je te cite Héloïse, si vous avez de la famille, n'attendez pas trop d'elle, à moins d'avoir des connaissances sur la manipulation psychologique, les relations toxiques et les pervers narcissiques. Il est peu probable que votre famille comprenne votre discours, ce qui est dur à lire. C'est dur à lire, mais mettez-vous à la place de votre famille. Votre famille, pendant des années, elle a perçu le PN ou la PN comme quelqu'un de bien, quelqu'un de poli, toujours sous son meilleur jour. Donc comment voulez-vous que votre propre famille arrive à identifier ce qu'est la manipulation mentale, alors que vous-même, vous ne l'avez même pas vu également pendant des années? C'est vrai. C'est impossible. Donc il ne faut pas leur en vouloir et il ne faut pas trop attendre d'eux. Et je le redis, à moins d'avoir des parents qui sont formés, de la famille qui a une connaissance des violences psychologiques, n'attendez pas d'eux et attendez seulement de vous-même. Allez consulter et protégez-vous et avancez. Et tu peux même les avoir contre toi en réalité. Bien sûr, vous pouvez même les avoir contre vous. Ma fille, tu divorces, dans notre famille on ne divorce jamais. C'est un bon garçon, je le connais. Qui sont experts dans l'art d'être bien en public, d'être adorable, etc. Experts là-dedans. Et du coup, t'as triple peine, t'as plus de maison, ton mariage est ruiné, les enfants c'est compliqué, t'as les plaintes à la police, et même ta famille, sont tes proches et contre toi. Ne leur en veux pas, c'est quelque chose d'extrêmement normal à ça. N'entrez pas dans le conflit. N'entrez pas dans le conflit. Tu peux pas, si quelqu'un ne peut pas comprendre quelque chose, il ne faut pas leur en vouloir. Et comme dit Héloïse, si même toi t'as mis des années avant de t'en rendre compte, ta famille qui n'est pas dedans, bien évidemment. Et n'oubliez pas que le propre de la manipulation, c'est de ne pas s'en apercevoir.
c'est que c'est inconcevable de réaliser qu'on n'a finalement jamais été aimé, qu'on a finalement toujours été manipulé, mais que c'était fait avec tellement de finesse, avec tellement... mais vraiment, c'était une manipulation absolument magnifique, tellement on s'en apercevait pas. Eh bien, mettez-vous à la place des parents, mettez-vous à la place de... Même la belle famille, parfois, ne peut même pas être consciente de ça. Vrai. Encore plus, d'ailleurs. 6e point, la famille du pervers narcissique. Ouais. Est-ce que certains de tes clients vont consulter la famille, donc la belle famille en l'occurrence, pour obtenir quelque chose? Alors, ou pour les avertir? En fait... Ceci dit, je l'ai fait aussi, je crois. Il y a souvent, les victimes vont voir la belle famille, et en espérant avoir des soutiens, en expliquant la situation. Et même si sur le coup, vous pouvez vous sentir compris, vous pouvez vous sentir écouté en disant « je ne peux pas croire qu'il ou elle ait fait ça », et bien en fait, ce qui va se passer par la suite, c'est qu'ils vont raisonner avec un amour inconditionnel vis-à-vis de leur enfant. Ils vont dire « bon, bah écoutez, ok, mon fils, ma fille, elle a peut-être fait ça, mais dans le fond, c'est quand même mon fils ou ma fille et je vais le défendre contre vents et marées. » Donc même eux ne leur en voulez pas, ils font ce qu'ils peuvent, et c'est un amour maternel, paternel qui est inconditionnel. Puis cet enfant votre conjoint ne vient pas de nulle part. Hein. Ouais. Il a été élevé par des parents qui étaient probablement dysfonctionnels, probablement. Ouais. Pas à chaque fois, mais... Et donc, aller dire à une famille dysfonctionnelle que leur fils est dysfonctionnel, là où toi, tu as peut-être une antériorité de 5 ans dans la relation avec cette personne, là où ses parents l'ont vu naître et sont avec lui depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est-à-dire qu'il est déconnant de manière normale pour eux. Tout est normal, il n'y a pas de souci. C'est ça. C'est les autres qui sont fous. Et puis, même si vous allez parler, donc je le redisais, à la belle famille, et que la belle famille arrive à vous écouter et soit convaincu sur le moment, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise de dénigrement sera tellement forte à la suite de la rupture que de toute façon, vous ne serez pas crédible. Essayez, ne perdez pas de votre temps, coupez, partez et partez vous sauver. C'est la seule chose que je veux dire. Ouais, sauvez-vous. 5 peines, t'as ta famille qui te déteste, les enfants qui sont compliqués, le mari, le truc. C'est un enfer. C'est un enfer. T'es seul, tu te retrouves seul, quoi. Point numéro 7, administratif. Oui. Je lis et tu me dis... Là, c'est simple, même une personne qui n'est pas dans la justice comme moi comprend. Faire des copies des charges, ça je comprends. D'accord. EDF, etc. Demander l'avis d'impôt sur le revenu. Alors vous savez, ce qui se passe, je te coupe, la situation fréquente, c'est que le PN et le contrôle avec tous les codes d'accès, tu sais, à la déclaration en ligne, à la CAF, il est le contrôle sur l'administratif. Et ce que je veux vous dire, c'est prenez le contrôle sur cet administratif pour non seulement connaître la réalité de la situation, mais par la suite obtenir le plus d'informations, le plus de pensions, le plus de prestations compensatoires, le plus d'éléments. Essayer d'avoir une copie de son bilan s'il y a une société, statut de la société, son contrat de travail, en fait tu récupères, en fait tout. En fait, longtemps avant la séparation, tu vas récupérer le plus d'infos possible. Tu crées ton dossier. Exactement. Comme lui l'a créé pendant des années, surtout au passage également. Parce que la pire erreur, et c'est je pense quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est que vous ne quittez pas un pervers narcissique comme ça. Il faut que vous vous prépariez. Sinon, vous allez, j'allais dire vous faire... je sais le dire. On est sur YouTube, pas de gros mots. Vous allez vous faire totalement avoir en justice. Mais totalement, et vous aurez un sentiment d'injustice qui sera encore plus fort. Et il y a des connexions aux impôts, à la CAF. En fait, ça se prépare. Ouais. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est l'idée de chercher déjà à l'avance. Combien de temps à l'avance, selon toi, il faut chercher son appartement, commencer toutes ces démarches finalement qui sont grosses. On fait pas tout ça, on ne fait pas la veille. Non, on fait pas du départ. On fait ça longtemps avant. Souvent, on prépare pendant des semaines, des mois. Des années parfois. Des années. Bah oui, par exemple. Même trouver un lieu sûr, ne serait-ce que ça, visiter des locations, se créer un compte bancaire à part pour pas qu'il ait accès à ça. Alors ça c'est sûr, déjà vous devez toujours conserver votre indépendance bancaire, votre secret bancaire. La seule obligation c'est de participer aux charges du mariage, tout au moins si vous êtes marié. En fait, vous avez compris le premier critère qui est vraiment horrible, c'est l'indépendance financière. Donc si vous êtes une femme au foyer depuis des années, vous n'allez pas retrouver un travail comme ça, vous n'allez pas recréer une activité comme ça. Et donc il faut travailler votre indépendance financière en amont. D'accord ? Et ça peut prendre très longtemps. J'imagine. Pareil pour la recherche du logement. Vous ne trompez pas de priorité. L'objectif, là, c'est d'abord de trouver un logement. C'est pas de trouver la maison de vos rêves. C'est ça. L'objectif, c'est un endroit sûr. Voilà. Donc, vous ne trompez pas d'objectif, partez et c'est pas grave. Faire en sorte d'avoir les papiers d'identité de la famille, vous et des enfants. Si monsieur est étranger ou madame est avoir la copie intégrale de son acte de naissance, sans document, pas de jugement de divorce ou en matière d'autorité parentale. Alors ça, je vais t'expliquer. D'abord, sur les papiers d'identité de famille, c'est très fréquent quand on est face à un PN qu'il y ait
qu'il essaie ou qu'elle essaie de retenir le passeport, de garder les papiers d'identité. Ce qui fait que si vous n'avez pas les papiers d'identité, vous ne pouvez pas partir en vacances, vous ne pouvez pas partir à l'étranger, vous ne pouvez pas faire une série de démarches administratives. Donc ça, c'est le premier point. Si vous n'avez pas les papiers d'identité et qu'ils refusent de vous les donner, la première chose à faire, c'est d'abord d'aller faire des mains courantes et puis de saisir très vite la justice et de demander la condamnation du père, de la mère à la remise des papiers d'identité, au besoin sous astreinte, au besoin avec une condamnation sous astreinte. Et même quand on a des décisions de justice qui condamnent à la remise des papiers, je ne compte pas le nombre de dossiers que j'ai eu où la remise des papiers n'arrive toujours pas. Et on est obligé de continuer les procédures pour finir par obtenir les papiers d'identité. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez les papiers d'identité, vous ne les mettez pas dans votre portefeuille, vous les mettez chez des amis, au travail, dans un lieu où il n'a pas accès, dans un coffre-fort, peu importe. Vous les prenez. Et pareil pour le livret de famille, vous le prenez. Et ça, on pourra en parler. De manière classique également, lorsqu'un enfant va bientôt naître, le PN veut impérativement que l'enfant porte exclusivement son nom de famille. Si vous avez compris qu'il y a une situation toxique, sans comprendre exactement ce qui se passe, ne lâchez pas sur ça. Si vous êtes une femme, il faut que votre enfant à naître porte également votre nom de famille. Parce que sinon, pour voyager, pour faire des démarches administratives, pour une inscription à l'école, c'est très compliqué puisqu'à chaque fois, vous devrez présenter le livret de famille. Sauf que potentiellement, ce livret de famille, vous ne l'aurez plus. Il faudra soit en demander bien entendu une copie, soit obtenir la condamnation du PN à la remise du livret de famille. Pourquoi tu ris, toi? Pas rien. Ça me rappelle des souvenirs. Vie professionnelle. Être indépendant financièrement, on en a parlé. L'argent ne doit pas être un obstacle pour quitter votre conjoint, trouver un travail. Encore une fois, on est sur une démarche qui peut prendre des mois ou des années, de retrouver un travail, d'avoir son compte bancaire à soi. On n'est pas obligé que l'autre le sache, au passage, bien caché. On peut aussi avoir des amis ou une famille qui nous aide financièrement, qui nous héberge, pas de souci, quel que soit votre âge. Prouvez à l'aide de votre patron, collègue, que vous pouvez faire du télétravail. En fait, c'est important parce que vous allez subir des attaques qui vont être absolument sur tous les fronts. Et souvent, pas toujours, mais le PN a souvent une activité professionnelle assez reconnue. Et vous devez montrer que vous aussi, vous êtes capable d'avoir de la flexibilité dans votre emploi du temps. Si vous avez de la flexibilité dans votre emploi du temps, ça veut dire qu'en cas de difficulté, vous pourrez aller chercher les enfants, que vous allez pouvoir aller les chercher suffisamment tôt. Et donc, si vous avez une attestation d'un boss, d'un collègue l'idéal, c'est d'avoir une attestation du patron qui décrit cette flexibilité, notamment avec le nombre de jours de télétravail autorisé, à quelle heure vous pouvez partir en semaine. C'est un point très positif à présenter en justice parce que, je le rappelle, vous n'aurez pas de divorce amiable ou de séparation amiable avec un PN. Donc, vous devez entrer dans un mode, en quelque sorte, malheureusement, de combat, alors que ce n'est pas un mode sain d'entrer dans une relation, quasiment de guerre. Le procès, on n'est pas censé se séparer en guerre. Faire en sorte d'être proche de vos collègues avant la séparation pour être soutenu, les cas échéants par la suite. Je vous rappelle qu'il y a le lien pour contacter Héloïse qui est juste sous cette vidéo si vous avez des questions pour vous-même. On est vraiment sur une opération séduction. Tu parlais en opération séduction. On s'entend avec ses collègues de travail, à l'école quand on va récupérer l'enfant, avec les proches, avec la famille, éventuellement la belle famille. Ça va être de montrer un visage cohérent et sympa au maximum de personnes de manière à ce que lorsque lui va sortir tous ses papiers, tous ses dossiers contre vous, les gens disent bah non, c'est plutôt une personne qui est plutôt sympa à la base, qu'on connaît bien et ça se passe bien. Exactement. Parce que sans le savoir, vous avez été décrit auprès de tout le monde comme une personne monstrueuse auprès de tout le monde, à l'école, dans votre dos, auprès des amis, auprès de la famille, etc. On arrive à la fin. Préparation juridique. Enregistrer les conversations, ça fonctionne ça ? Alors, indispensable d'enregistrer les conversations, mais attention, l'enregistrement de ces conversations aura tendance à ne pas être valable devant le juge civil. Le juge civil, quand je dis le juge civil, là c'est le juge aux affaires familiales. En revanche, au pénal, vous savez que les infractions classiques qu'on a avec le pervers narcissique, ça va être des infractions du type harcèlement, atteinte à la vie privée, notamment cyberharcèlement. Vous allez avoir des menaces, vous allez parfois avoir de l'abus de confiance, vous allez avoir du vol. En fait, vous avez des atteintes non seulement à la personne, mais également au bien. Et donc, enregistrer les conversations, mais bien en amont pour prouver le harcèlement. Pour prouver les copies des SMS éventuellement. Alors les SMS, bien entendu, vous faites très attention à ce que vous dites puisque vous savez que le principe c'est que les SMS peuvent être gardés, donc c'est facile de les prouver. Mais je vais encore plus loin sur ces enregistrements. Dès que vous avez la preuve, vous n'attendez pas 2 jours pour l'envoyer à un tiers, pour l'envoyer à votre avocat, pour l'envoyer à un ami, pour le sauvegarder d'une manière ou d'une autre. Parce que le classique,
c'est de perdre son téléphone ou qu'il ira fouiller dans le téléphone. Et qui va les effacer. Et qui va les effacer. Ça, ouais. Bah Les messages effacés. Ouais. Voilà. Et après, ce qui se passe, c'est que vous ne pourrez plus gagner en justice quand vous serez accusé d'une infraction pénale au sens large, puisqu'il aura effacé. Bien sûr. Et donc, vous allez... Faire des mains courantes. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une agression, on fait une main courante. Alors, c'est pas seulement les mains courantes, c'est pas seulement pour... Alors, à quoi servent les mains courantes ? Les mains courantes, elles vont servir notamment pour expliquer, pour annoncer la rupture. Notamment si vous savez que vous voulez partir dans quelques temps, que vous voulez la quitter bientôt, vous allez faire des mains courantes parce qu'en faisant ces mains courantes, vous allez dire voilà, j'ai l'intention de partir, j'ai très peur de la manière dont dont la séparation peut se passer, il a une relation plus ou moins toxique. En fait, vous pouvez presque en rajouter parce que de toute façon, vous savez que lui, on va en rajouter par la suite. Ouais. Mais il ne faut pas non plus en rajouter de manière à aller jusqu'au mensonge. Il faut que vous soyez crédible parce que si vous n'avez pas un comportement cohérent tout au long de la procédure, ces incohérences seront soulevées par la suite. Donc faites des mains courantes pour annoncer, pour dire que vous êtes calme, que vous avez peur de la manière dont la rupture pourrait se passer, mais c'est tout. Ok ? Trouver des témoins. Oui. C'est une très bonne chose, et parce qu'il me reste très peu de batterie avant que tout explose. D'accord. Vérification, c'est très fréquent, sans aucune paranoïa, c'est très fréquent d'être surveillé et espionné. Je vous passe les cas que j'ai vus de détectives privés, de micro-espions dans les maisons, de caméras espions, d'AirTag dans le sac à main. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore ? De caméra à la maison, un grand classique, ouais. Ou ton système d'alarme qui s'avère être en fait géré par lui, donc il te surveille au quotidien. Logiciel espion sur ton téléphone pour savoir exactement quels sont les messages que tu envoies à qui. Accès à tes comptes bancaires, il a été voir ton banquier, il a signé quelque chose, il t'a fait signer quelque chose un jour rapidement, et il a une procuration sur tes comptes bancaires. Le classique également, c'est qu'il y ait certaines clés auxquelles vous n'ayez pas accès. C'est tout à fait possible qu'il y ait par exemple la clé de la cave, vous n'y avez pas accès, vous n'avez pas fait, c'était pas important. Ou les clés de la voiture, par exemple, ils ne vous donnent pas les clés de la voiture sous prétexte que c'est vous qui l'avez acheté. Ou vous voyez ce genre de situation. Pendant 3 jours, je pense que c'est la bonne durée, peut-être pas 3 jours, mais entre 1 et 3 jours, c'est tout vérifier dans la maison. Prenez votre temps, allez sur votre téléphone, vous prenez la marque de votre téléphone, vous tapez dans Google, est-ce que mon téléphone est espionné, piraté ? Il y a des tonnes de manipulations à faire pendant quelques heures pour vérifier point à point que votre téléphone n'est pas surveillé. Vous pouvez éventuellement même changer de téléphone, changer de box. S'il a accès à votre box, il a accès à tout ce qui se passe dans votre maison. Il peut savoir vos heures de connexion, il peut savoir qui est chez vous, etc. C'est très facile de savoir ça sur une box. Changez vos mots de passe. Si vous déménagez à un certain numéro, par exemple dans un immeuble, ça c'est ton conseil, c'est ne jamais communiquer précisément l'étage ni le bâtiment. Ouais. Ne jamais le faire venir chez vous. Ça, c'est la base. C'est la pire erreur. Oui. Tu fais tout pour partir, t'emménages, et au moment où il dépose les enfants, il va te dire bah, c'est où finalement, et tu donnes exactement l'endroit où tu habites. Il ne faut pas, surtout pas. Changer les serrures, si jamais il avait le code des serrures, installer un système d'alarme. Il y a parfois parfois la paranoïa, elle n'est pas justifiée. Et on se dit, ouais, j'en fais trop, etc. Mais je remarque que au moins une fois sur deux, cet état de vigilance, il est justifié. On parle d'hypervigilance. Et c'est au moment où tu partiras de chez toi et où tu commenceras à tout installer pour tout vérifier que ton état interne d'hypervigilance pourra se réduire et que tu pourras recommencer à dormir tranquillement. Héloïse, quel est le nom, alors pour ceux qui ne vont pas cliquer juste en dessous de cette vidéo, quel est le nom de ton site internet ? Mon cabinet s'appelle Passis Lexis Family Law et on pratique seulement en droit de la famille pour être justement compétent dans cette matière. On est également formé en matière de médiation et retrouvez-nous, contactez-nous puisqu'on a une très bonne expertise dans ce domaine et dans la gestion contentieuse de ces dossiers. Merci à tous, bonne journée. Merci Antoine. Au revoir, bye. Bye, au revoir.